Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque semaine, les meilleurs experts partagent avec vous les recettes de leur succès, leurs meilleures pratiques managériales, leurs passions, leurs échecs et leurs réussites. C'est sans langue de bois et c'est tous les jeudis à 11h30. Bienvenue dans les masterclass de l'excellence commerciale. Et aujourd'hui, nous accueillons une femme formidable, une entrepreneure de talent, un concentré d'énergie positive. J'ai le joie, le plaisir, l'honneur d'accueillir Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour Roland. Alors, nous allons parler de secrets de succès, nous allons parler de vente, bien sûr. Tu es la fondatrice de Booster Academy, que tu as vendu en 2001. Tu es maintenant à la tête de The Artist 2021, pardon. 2021. Tu es maintenant à la tête de The Artist Academy, qui permet à chacun d'apprendre avec les plus grands talents. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, tout d'abord, merci à tous, vous êtes formidables. Vous étiez 274 inscrits la semaine dernière pour parler de pricing avec Stéphane Guinchard, Stéphane Guinchard qui a été un des piliers du cabinet Simon Kucher, qui est la référence en pricing, et c'est l'un des co-auteurs des secrets du pricing, qui est vraiment la Bible sur le pricing. Si vous voulez retrouver cette masterclass, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par l'accompagnement et le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme de sales enablement pour onboarder, motiver et réussir sur toutes vos priorités avec votre équipe commerciale et vos réseaux de distribution. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, est disponible en 9 langues dans des secteurs aussi variés que la santé, la banque, l'assurance, les technologies, l'industrie, la grande distribution et la restauration. Voilà, la page de pub est terminée et on accueille aujourd'hui Evelyne. Est-ce que, Amaury, tu peux nous faire le portrait d'Evelyne, s'il te plaît? Tout à fait. Évangéliste, grande prêtresse ou encore superwoman de la vente, les qualificatifs ne tarissent pas d'éloges pour qualifier votre impact sur le secteur de la vente en France. Vous êtes titulaire d'une licence de sciences économiques à l'université Paris 12 et avez commencé votre carrière dans le secteur de l'immobilier chez Vivendi et franchissez rapidement les échelons pour devenir directrice commerciale. Vous fondez ensuite Memento Conseil, qui devient Booster Academy, les centres d'entraînement intensif à la vente ou la référence en matière de formation commerciale. C'est un immense succès et vous cédez cette entreprise pour vous consacrer à plein temps à votre nouvelle création, The Artist Academy, pour donner à chacun l'occasion d'apprendre avec les artistes les plus prestigieux, cours de chant avec Patrick Bruel, cours de cuisine avec Yann Couvreur par exemple. Vous êtes également une femme médiatique. Après avoir remporté la BFM Academy en 2009, vous devenez membre du jury. Vous animez pendant 6 ans la météo du business, ainsi que la chronique L'entreprise BFM. Vous êtes également élu à la direction de Croissance Plus et de la CCI Île-de-France. Vous venez partager aujourd'hui avec nous votre énorme expérience de la vente, vos passions et vos secrets de réussite. Evelyne Platnik-Cohen, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. C'est gentil. Quel parcours! Pour l'instant, j'ai que un Doug, hein, donc à l'époque, on pouvait s'arrêter au Doug. Quel parcours, quel parcours! Et alors, en préparant cette masterclass, tu nous as dit le commercial, c'est un super pouvoir. Et je sais que c'est une phrase que tu aimes bien. Le commercial, c'est un super pouvoir et ça permet de réaliser ses rêves, n'importe quel rêve. Et aujourd'hui, tu as à tes côtés les artistes les plus prestigieux qui viennent témoigner de leur passion dans The Artist Academy pour permettre à chacun d'apprendre avec eux dans un business model tout à fait original. Alors pour commencer, pour toi, Evelyne, le succès, c'est quoi? Alors ça, d'abord, le succès, c'est rien. Le succès, c'est peut-être un jour des gens après ma mort qui diront qu'il y avait du succès, mais pour moi, ça veut strictement rien dire. En fait, le succès, ce qui me plaît, moi, c'est le plaisir. C'est le fait de s'amuser tous les jours. Mais en fait, le succès, il y a personne, enfin toutes les personnes, et j'en rencontre des gens qui ont du succès à travers mes artistes. Et si je leur posais la question, en fait, eux-mêmes seraient incapables de dire, mais non, j'ai du succès, oui, j'ai du succès, ça me fait plaisir. En fait, personne ne peut le constater soi-même. Mais en tout cas, le plaisir de faire ce qu'on a à faire, ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Donc pour toi, c'est le plaisir. Et comment est-ce que tu mesures le succès pour les autres? C'est qu'ils aient pris du plaisir aussi à faire ce que je leur
à faire ce que je leur demande de faire. Là, tu vois, je sors d'un entretien avec Dominique Besnéer, avec qui on tourne une masterclass. Ce sont des gens qui sont très pris, ce sont des gens ultra sollicités. Et là, il regardait ce qu'on lui faisait faire. Il avait un grand sourire, il disait, c'est super, vous avez super synthétisé. Et ça, voilà, ça, ce succès-là, je sais que derrière, ce sera une super belle masterclass. Et donc, c'est encore le plaisir, encore une fois. C'est comme ça qu'on le mesure. Bon, après, il y a des KPI financiers, etc., qui font dire que tout ce plaisir-là, en effet, est un petit peu bankable. Mais je crois que le premier moteur, c'est le plaisir. Et en général, avec du plaisir et de la ténacité, on finit en effet par faire quelque chose de, entre guillemets, bankable. Le plaisir et la ténacité. C'est de belles valeurs. Pendant 20 ans, tu as fondé et dirigé Booster Academy, qui est vraiment la référence en matière de formation commerciale en France. Qu'est-ce que tu retiens des évolutions que tu as vues, notamment ces dernières années, sur le métier du commercial et sur l'évolution des organisations commerciales? Alors, le métier du commercial n'a pas évolué. En fin de compte, on lui demande toujours de faire la même chose, mais on l'outille de plus en plus. Et on va lui donner alors des outils qui sont à la fois d'ordre technologie, CRM et autres, hein, et Incentive étant un très très bel outil d'équipement aussi. Donc on va lui donner un certain nombre d'outils et puis on va un tout petit peu l'aider pour essayer de lui apporter du lead, essayer de lui apporter des clients potentiels. Mais dans tous les cas, son métier, c'est-à-dire les qualités qu'on lui demande sont des qualités humaines, encore une fois, de la ténacité, de la curiosité, du savoir-faire commercial, un mental fort, une adaptabilité comportementale. Tous ces sujets-là sont là depuis des siècles et continueront encore pendant des siècles. Alors, on a cru il y a une dizaine d'années que le commercial allait mourir au profit du marketing pur et dur, hein, d'où un peu la phrase un peu choc qu'on a mis dans l'invitation. Et puis, moi, je me souviens, hein, j'étais invitée sur les plateaux de BFM en me disant, bon, Evelyne, des commerciaux, bientôt, il ne va plus y en avoir. Et je disais, non, détrompez-vous, il y en aura de plus en plus. Parce que même ces fameux sites Internet absolument exceptionnels qui font des centaines de millions d'euros, ils ont tous des centaines de commerciaux, alors que ce soit en acquisition ou derrière en succès client, ils ont tous des centaines de personnes pour les faire fonctionner. Donc, en fin de compte, le commercial n'est pas mort. Mais en revanche, ne croyons pas que son job a véritablement changé. Non, en revanche, il faut qu'il soit quand même meilleur parce qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus informés. Donc, dans ces compétences, là où on acceptait que quelqu'un n'était peut-être pas assez curieux, ne connaissait pas assez sa concurrence, parce qu'en fin de compte, le client en face la connaissait pas plus, bon, bah là, il a quand même intérêt à vachement prendre du temps de se cultiver. Il y a déjà, moi, 20 ans, j'écrivais, c'est un des premiers articles que j'ai dû écrire à 20-25 ans, c'est cultiver vos commerciaux. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est qu'est-ce que vous leur dites tous les jours pour qu'ils soient encore plus intelligents, plus informés. Ben, ce sujet-là, aujourd'hui, il reste encore en stand-by dans les entreprises. Alors, je trouve qu'on les cultive pas assez. Et c'est un vrai gros sujet pour moi à l'heure actuelle. Quelle autonomie tu vois dans le métier du commercial à l'heure où il y a beaucoup d'organisations qui segmentent le métier en SDR pour qualifier des contacts, en BDR pour prendre des rendez-vous, en account exécutive pour aller négocier et closer le contrat, en CSM, Customer Success Manager, pour gérer le client après. On a l'impression que ce métier, finalement, il est en train de se marketiser avec des fonctions qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus limitées. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Oui et non. En fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu dis ça, en effet, il se marketise. Ça veut dire que là, tu reprends toutes les problématiques du funnel d'acquisition client. Et en fait, derrière tout ça, depuis 10 ans, on met des outils, hein, génération de leads, etc. Puis on se rend compte que ça suffit pas et donc on a remis des hommes dans tout le funnel, en fin de compte. Donc le commercial en lui-même, il reste avec son job. Sauf que là où on pensait que le marketing allait faire l'ensemble du job, on se rend compte qu'en fin de compte, sur la partie acquisition amont, il va falloir quand même qu'il y ait des gens qui appellent les gens, qui valident le potentiel d'intérêt, quand est-ce que c'est intéressant de rappeler. Puis après, on s'est rendu compte que la fidélisation, c'était pas que une automatisation d'un certain nombre de choses, mais que derrière, il fallait mettre du people également. Donc, en fin de compte, on est juste en train de renforcer la ligne marketing, mais pas tellement tant que ça de segmenter en fait la problématique du commercial au milieu, en fin de compte. On lui enlève rien à ce commercial, en définitive, dans ce que tu dis. Et est-ce que tu penses, à travers ces évolutions, que le marketing a pris le pouvoir dans les entreprises? Alors, il a pu de temps en temps prendre le pouvoir. C'est un pouvoir parce que c'est une source de dépenses qui est colossale.
Mais en fin de compte, alors dans certaines boîtes, c'est sûr, d'ailleurs, parfois ça peut être le dev qui prend le pouvoir, ça peut être le marketing, ça peut être le commercial, hein, c'est une question de culture d'entreprise. Mais la réalité fait qu'en fait, si on regarde les choses, c'est un pas de danse, hein, c'est comme un tango hein, entre le marketing, il faut que ça danse ensemble joliment. Mais si je regarde, moi j'ai ces problématiques dans The Artist Academy aussi, donc c'est des choses que je vis tous les jours. Je me rends compte quand même que la vraie source d'information du marketing reste le commercial. C'est-à-dire que si le commercial n'a pas l'intelligence de remonter des informations et que derrière, on ait l'intelligence de remonter ces informations et de vraiment réunir le marketing et le commercial pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, il y a un moment donné, il y a des problèmes. Donc moi, je pense que la source d'information doit venir du commercial et que derrière, il y a une espèce d'interaction quotidienne. Hein, moi, je vois parce que nous, on traite quand même déjà beaucoup de chiffres d'affaires. Et je vois que l'interaction, parce que c'est moi qui joue aujourd'hui dans The Artist Academy le rôle de directeur commercial, et j'ai une de mes, j'ai une fondatrice que d'ailleurs tu connais bien Roland, Marjorie, qui est la partie vraiment marketing, et notre interaction elle est quotidienne en réalité. Mais nous on est toutes les deux fondatrices, on s'entend très bien, etc. Mais dans les entreprises c'est pas toujours le cas. Et je pense que l'interaction, elle est vraiment très, très, très importante entre les deux. Donc, c'est pas une question de pouvoir. Le pouvoir est lié à la culture d'entreprise, mais la réalité, c'est que c'est un pas de deux qu'il faut savoir danser et régler au quotidien. Dans certaines entreprises, on voit la création de postes qu'ils appellent Chief Revenue Officer qui chapeautent les deux entités, marketing et commerce. Tu penses que c'est une bonne solution? Je pense que le problème qu'on peut avoir dans certaines entreprises, c'est que vous avez des gens qui peuvent être très bons marketeurs ou très bons commerciaux, mais qui n'ont pas la connaissance des chiffres. Hein. C'est pas évident. Moi, j'adore les chiffres, j'adore jouer avec les tableaux Excel, je vois une rapidité, je vois très vite une erreur, etc. Donc ça, c'est une culture, voilà, c'est quelque chose même pas que j'ai eu avec les études, hein, parce que c'est pas avec les études que j'ai eu que j'ai appris ça, mais c'est quelque chose que j'ai en moi, cette partie-là. Mais je vois beaucoup de gens qui n'ont pas ça. Et parfois, il y a des erreurs énormes qui ne voient pas passer. Donc, je pense que cette culture-là, elle est indispensable dans certaines entreprises. Ça permet quand même de baquer un certain nombre de décisions. Puis, vous avez des boîtes qui prennent des décisions qui coûtent… vous avez des boîtes dont le marketing et le commercial coûtent plusieurs millions d'euros. Et donc, à un moment donné, de pouvoir encadrer ça et valider les KPI, ouais, ça me semble… Enfin, moi, je le fais. Donc, je sais à quel point c'est important et qu'il faut le faire. Donc, finalement, le marketing est là en fournisseur d'outils et en fournisseur de data aux équipes de vente et les équipes de vente en fournisseurs d'informations pour le marketing. C'est comme ça que tu vois un peu l'évolution des deux fonctions? Tout à fait. Ouais. C'est vraiment, il y en a pas un qui a le pouvoir ou sur l'autre ou qui serait meilleur qu'un autre, etc. C'est vraiment un travail en commun à faire intelligemment. Ouais, on voit encore dans beaucoup d'organisations un fossé entre l'équipe marketing et les équipes commerciales. Les équipes marketing qui fournissent du lead, qui disent les commerciaux les traitent pas, les commerciaux qui disent vos leads sont de mauvaise qualité. Quelles sont les pistes que nos auditeurs peuvent travailler pour essayer de construire ce pont entre les deux fonctions? La problématique, elle est humaine. Hein. Elle est humaine, c'est la capacité des gens à parler entre eux et à reconnaître l'importance de l'équipe qui est en face d'eux et sans critique d'un côté ou de l'autre. La problématique des leads, c'est qu'en fait, le commercial ne se rend pas compte que en changeant parfois quelques points sur le marketing, le profil des leads peut changer. Et parfois, du jour au lendemain, ils vont vous dire les leads sont mauvais d'un côté, les leads sont pas traités de l'autre. Hein, si je résume, c'est un petit peu ça. Et donc, ça demande énormément de discussion et ça demande la connaissance du travail de l'un et de l'autre. Le marketing ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, beaucoup plus compliqué d'avoir les gens au téléphone et à ce qu'ils répondent par mail, etc. C'est-à-dire qu'un lead, avant d'être véritablement écouté, parfois, c'est 10 coups de fil et parfois, ça répondra jamais. 5 mails et parfois ça répondra jamais. Donc il y a cette espèce de frustration aussi du lead n'a pas été traité. Il y a peu de leads qui n'ont pas été traités parce que moi je fais encore beaucoup de consulting. Alors j'accompagne des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, 5 dirigeants dans leur croissance, donc c'est vraiment du coaching de dirigeants et donc je vois tout ça très très près et je vois bien qu'il n'y a pas de lead à traiter, sauf qu'il y a des gens qu'on ne peut pas avoir au téléphone. Puis là de l'autre côté, il y a des leads qui parfois ne sont pas vraiment dans la cible parce qu'il y a eu des changements, parce que le marketing doit régler, etc. Donc en fait, il faut vraiment savoir se parler, comprendre les uns et les autres, discuter, mettre les choses à plat. C'est vraiment deux fonctions qui doivent communiquer tous les jours, qui doivent se réunir une fois tous les 15 jours, vraiment mettre les choses à plat. Parce que en fait, il n'y a pas une stratégie marketing qui est pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'un directeur marketing
tellerait un système de génération de leads qui serait pérenne sur les 6 mois, mon Dieu, ça n'existe pas parce que les algorithmes changent, parce que Facebook, LinkedIn, tout ça sont des courbes de Gauss, donc il y a plus t'investis, moins t'as en définitive, donc tout ça est très complexe. Donc il faut que tout le monde comprenne tout le monde dans cette histoire. Mais c'est vraiment passionnant. Enfin, moi, je le vis tous les jours avec The Artist Academy, je l'ai vécu avec Booster. C'est vraiment passionnant. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des petites entités, donc ça veut dire qu'on doit tout comprendre. Et vraiment tout comprendre, c'est passionnant. Quand tu discutes avec les chefs d'entreprise que tu accompagnes, nous, ce qu'on entend d'un certain nombre de clients, c'est que dans l'animation, hein, dans le management des équipes commerciales et notamment d'équipes commerciales assez importantes, quelque chose s'est perdu depuis 2 ans. Un sentiment d'esprit d'équipe, de convivialité qu'on a du mal à retrouver avec le développement du télétravail, avec les déplacements en clientèle qui se font moins fréquents. Quelle est ta perspective sur le sujet? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion qu'on Ouais, peut ouais, imaginer ouais, ouais. ensemble? Il y a des grosses pistes de réflexion. Alors, c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure concernant nos équipes qui sont vraiment, alors nous, on est vraiment du télétravail pur et dur. Et mes équipes étaient très contentes d'être en télétravail. J'en ai assez peu. Je travaille beaucoup avec beaucoup de freelance, etc. Donc, j'ai des équipes qui sont pas énormes. Et en fin de compte, là, elles commencent à me dire, non, mais enfin, je me rendais pas compte, mais c'est quand même sympa quand on se voit, etc. Bon, il s'avère que moi, je suis plutôt à 100% télétravail pour l'instant, hein, pour l'instant. Mais on se rend compte qu'il y a ce que les gens veulent et ce dont elles ont besoin. Et très souvent, d'ailleurs, ça va pas ensemble. Elles veulent aujourd'hui de la liberté, mais en fait, elles ont besoin de ce travail en équipe. Donc, ça va revenir. Le besoin va pouvoir. Enfin, les gens vont pas rester dans cette situation-là. Ça j'en suis persuadée. Et l'entreprise reste quand même un endroit d'échange, de créativité, alors d'engueulade aussi, de réunions qui servent à rien aussi, de bureaux pas très sympathiques parfois et de café dégueu, alors que chez soi on peut avoir une super Nespresso qui fait un bon café. Donc ça veut dire que l'entreprise doit se réinventer aussi pour être sympa. Et justement, Roland, c'est mon prochain business que je suis en train de monter en parallèle, avec un sujet autour du mental wellness, du bien-être, etc. C'est-à-dire comment l'entreprise peut accompagner les collaborateurs sur ces sujets-là, parce que aujourd'hui, ce qu'on constate quand même après ces années Covid, c'est que les gens sont fatigués, harassés, épuisés, ils savent pas toujours ce qu'ils veulent, ils savent pas ce qui est le mieux pour eux, donc c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'on a des managers, des gens qui voient arriver des gens qui sont pas optimales, qui sont moins créatifs, qui sont peut-être moins productifs et sur lesquels d'ailleurs, en travaillant chez eux, ça s'est pas rangé. Donc oui, il y a des vrais gros sujets. Alors pareil, hein, je le vois très bien en accompagnant ces entreprises. Je le vois parce que je suis chez Croissance Plus, que je sors d'un super séminaire avec EY, on était 200 entrepreneurs. Donc le sujet est très 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 récurrent chez tout le monde, vraiment, vraiment. On voit que les entreprises investissent aussi. Je coach 2 jeunes entrepreneurs que je salue ici qui ont fondé Daily Corner. Julie et Antoine, brillantissime. Et Daily Corner fournit des fruits et de la nourriture saine aux entreprises comme sous forme de snack pour créer ce moment de convivialité avec aussi du café bio, etc. Ils connaissent un super succès et notamment toutes les sociétés qui ont du mal à recruter, hein, les sociétés dans la tech, les équipes commerciales, là où les métiers sont les plus tendus. On voit que les entreprises, les directions générales font des efforts pour créer des environnements qui soient plus accueillants. Et donc, tu veux nous parler de ton nouveau projet autour du wellness dans l'entreprise? Oui, mais très, très rapidement, en fait, j'ai découvert une machine qui s'appelle la Rebalancing Pulse et donc est une machine qui permet en fait de faire de la méditation, qui permet de faire de sophrologie avec tout un système de lumière qui permet d'accélérer en fait un processus de méditation qui dure une vingtaine de minutes et qui apporte énormément de bien-être. Et il y a des programmes, addiction, sommeil, nervosité, concentration, etc. Et quand j'ai vu cette machine que j'ai trouvée exceptionnelle, que j'ai testée avec des résultats vraiment super, en fin de compte, qui est distribuée d'abord pour les sportifs de haut niveau et ensuite pas mal dans les spas. Moi, ma décision a été de regarder comment la diffuser dans les entreprises. Voilà. Et donc, à travers cette diffusion, mais aussi des services associés, l'idée, c'est de pouvoir ramener de la sérénité dans l'entreprise et éviter parfois alors des burn-out, mais avant le burn-out, il y a plein d'insatisfactions, de problématiques, de nervosité qui servent à rien. Et je sais
pertinemment qu'en travaillant sur soi, sur réoxygéner son cerveau, mieux respirer. Enfin, il y a quand même beaucoup de comportements qui sont un peu extrêmes et qui peuvent être éliminés. Et donc, le sujet est autour de ça. Donc, quand on a un DAF qui veut pas signer des autorisations ou un directeur général un peu énervé, on lui dit va faire un tour dans la cabine à bien-être et Alors, tout va mieux après. alors, Roland, en fait, c'est pas comme ça que ça devrait être utilisé. C'est-à-dire que si j'y vais régulièrement toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, 20 minutes, j'ai même pas besoin de lui dire, il n'y aura plus besoin de lui dire. C'est-à-dire que c'est une hygiène de vie, en fin de compte, hein. C'est un peu comme faire du sport. Si je fais pas de sport, enfin aujourd'hui, moi je me souviens dans l'entreprise il y a 20 ans, personne faisait du sport. Bon, on faisait pas faire du sport, on se dit tiens celui-là il va courir, qu'est-ce qu'il lui prend? Bon, aujourd'hui quand même des gens qui font pas un minimum de sport, il y en a de moins en moins. Le mental wellness, c'est pareil. Aujourd'hui, par contre, on se retrouve dans la même situation que il y a une vingtaine d'années dans le sport. C'est que vous avez peut-être 5% des gens aujourd'hui qui travaillent sur de la sophro, de la méditation, sur des sujets comme du yoga ou autre, plein de choses qui existent. Et en fait, le fait de pouvoir rentrer avec des méthodes qui sont à la fois très très douces et très efficaces, c'est une manière d'évangéliser plus rapidement que ce qu'on a. Parce que rentrer un club de gym dans une entreprise, c'est un peu complexe. Mais rentrer le mental wellness dans l'entreprise, en fin de compte, on peut le faire. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi un peu de The Artist Academy. The Artist Academy, alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça permet d'apprendre. Il y a des gens qui ne connaissent pas The Artist Academy. C'est incroyable, mais s'il y en a un ou deux dans notre audience, on peut apprendre la danse avec l'ancienne étoile de l'Opéra du Ballet de Paris, Aurélie Dupont. On peut apprendre à avoir des leçons d'écriture avec Eric Emmanuel Schmitt. On peut apprendre à faire des belles photos, des beaux portraits avec les studios Harcourt. On peut apprendre à devenir acteur avec Michel Larocque. On peut apprendre à faire du bon son avec Maître Gims ou avec Patrick Guel. C'est juste incroyable, incroyable. Alors moi, la première question que j'ai, c'est comment tu as réussi à leur vendre le concept, les premiers surtout? Tu sais, Roland, comme quoi, une bonne formation commerciale, hein, ça permet de tout faire dans la vie. C'est du commercial, encore une fois. C'est-à-dire que bon, il a fallu, il y a 2 phases. Hein. Un, de se retrouver en phase 2. Donc ça s'appelle prospection. Parce que je suis pas née du tout dans une famille et j'ai personne autour de moi qui sont issus de ces milieux-là. Donc il a fallu se retrouver devant eux. Puis ensuite, il a fallu les convaincre. Alors, je vais dire c'est de la chance, mais comme je dis souvent, la chance est une compétence. Mais le premier a été Eric Emmanuel Schmitt. Et Eric Emmanuel Schmitt, écoute, ce qui a été très très drôle quand je l'ai eu pour la première fois au téléphone, donc après avoir évidemment je l'ai contacté de différentes façons, mais au bout de 48 heures, j'ai quand même réussi à l'avoir au téléphone, ce qui est quand même assez rapide. Et ce qu'il a fait intelligemment, c'est qu'il m'a googlisé. Alors, ce qui aurait pu être aussi un problème, parce que quand on me voit pas tellement très artistique, on me voit plutôt sur les compétences commerciales. Et il m'a dit, écoutez, je vous ai vu sur Google, j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu vos vidéos. Et je me dis, j'ai envie de vous faire confiance parce que je vous trouve énergique. Voilà. Ça aurait pu être l'inverse, en me disant, je ne vois pas ce que vous faites dans mon milieu à moi. Et en fait, il a vu le côté humainement, c'est-à-dire qu'il a perçu humainement sûrement de la ténacité, de l'envie, plein de choses, et il m'a fait confiance. Et ça a été, c'est encore aujourd'hui notre blockbuster. Et après, ça a été facile d'attirer les autres parce qu'Eric, évidemment, est une vraie belle personnalité, à la fois brillante, mais en plus hyper successful. Et donc après, au fur et à mesure, on en a eu d'autres. Puis on en a aujourd'hui qui viennent nous voir en disant, oh, moi j'aimerais bien aussi faire ça. Parce que c'est aussi une nouvelle façon de communiquer et de rencontrer son public de façon très très différente. Et d'ailleurs, l'expérience et le retour d'expérience de nos artistes, c'est de dire, les gens viennent nous voir, alors, non plus pour nous dire, ah, je prends un selfie, machin, parce que c'est quand même un peu très intéressant de prendre des selfies avec la terre entière, mais en disant, mais j'ai vu votre masterclass, vous avez dit ça, mais j'aimerais bien savoir, etc. Et donc, il y a une conversation et ils ont de plus en plus, mais moi, j'ai vu avec Eric Emmanuel Schmitt, quand on se retrouve, des gens qui viennent le voir, en disant, j'ai vu votre, alors ils ne me connaissent pas moi, donc ça ne fait pas que je suis The Artist Academy, mais en disant, j'ai vu votre masterclass, etc. Et je le vois assez régulièrement et il n'y a pas une fois où quelqu'un ne vient pas vers lui pour lui parler de sa masterclass. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est génial pour l'artiste parce que voilà, encore une fois, il rencontre son public. Pour nous, on passe un temps avec nos artistes qui est juste mais exceptionnel pour comprendre. En fait, moi, mon rêve, c'était de comprendre mais ces gens qui sont largement au-dessus du lot, qui ont à la fois du talent, mais on se rend compte un travail énorme et un point commun, encore une fois, qui est, je le disais tout à l'heure pour les commerciaux, mais qui est la curiosité, qui est pour moi la première qualité au monde.
c'est la curiosité. Et ces gens-là sont des curieux permanents. La discussion tout à l'heure avec Dominique Besnéard, on passe un quart d'heure à chaque fois qu'on se voit, tous les spectacles qu'il faut aller voir, tous les films qu'il faut aller voir, et c'est réciproque, et on se partage les choses, etc. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent manger, qui veulent tout connaître, qui veulent tout lire, etc. Et ça, c'est vraiment, ce sont des rencontres qui sont exceptionnelles. Voilà. Donc, je ne sais plus quelle était la question, mais la conclusion, c'est ça. Comment tu as réussi le secret du processus de vente quand tu l'as eu au téléphone? Quand tu l'as eu au téléphone, quelles ont été tes premières phrases? Les premières phrases, c'est de dire, je ne peux pas te dire parce qu'en fait, tant que c'est comme si tu me demandais de répéter, mais il y a déjà, je mesure la personne que j'ai en face de moi souvent. Donc, je mesure à la fois, je regarde comment elle s'exprime, donc la partie comportementale. Donc, j'ai une très, très forte adaptabilité comportementale, que ce soit la voix, que ce soit le rythme auquel je parle. Ensuite, il y a la partie argument aussi que je vais très, très adapter très rapidement en fonction. Je vais laisser parler un petit peu la personne, pas trop non plus, parce que si elle me dit non tout de suite et si elle me dit 4 fois non, ça va être difficile de transformer en oui. Donc, je ne vais pas trop, mais suffisamment pour avoir les bons arguments derrière, les arguments qui vont convenir à la personne. Parce qu'en fonction des gens que j'ai au téléphone, je ne vais pas utiliser du tout les mêmes arguments. Et puis ensuite, je vais closer. Voilà. Et ça, ma grande force, c'est de closer l'étape suivante, de se rencontrer, une autre visio, etc. Je ne vais jamais laisser un entretien se terminer sans une étape suivante. Donc, je vais vraiment utiliser tous les mécanismes commerciaux quand je vais toucher mes artistes. Écoute, un grand bravo pour The Artist Academy, c'est passionnant et ça fait d'excellents cadeaux de Noël. Donc, allez sur le site de The Artist Academy, ouais. C'est le moment de réserver, hein, parce qu'il y a des places limitées ou sur certains artistes, il y a des séries limitées. C'est difficile là de vous répondre parce que je sais que cette vidéo, elle va être vue, à mon avis, sur le long terme. Donc, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer là dans les semaines et mois qui viennent. Mais regardez sur notre site à la fois la partie vidéo et d'ailleurs club, parce qu'aujourd'hui, on a monté un club. Donc, quand vous avez l'abonnement sur la plateforme The Artist, vous avez accès à la fois aux vidéos, mais à beaucoup d'interactions et beaucoup d'experts aussi qui viennent parler sur la plateforme. Après, vous avez des événements présentiels. Donc, parfois, on réunit nos 3-4 auteurs. Là, il y en a une, par exemple, le 10 décembre, où tous nos 4 auteurs sont là sous un format présentiel. Là, les places sont vraiment limitées. On a également à Montréal, dans quelques jours, un présentiel avec Eric Emmanuel Schmitt, donc sur des gens qui veulent écrire. Donc, c'est un atelier d'écriture. Et puis, on a nos formations finançables avec ou sans CPF, où là, vous êtes vraiment accompagné jusqu'au bout de l'écriture de votre livre, de votre scénario, etc. Et donc, vous avez des coachings, vous avez des vidéos, vous avez des experts, mais des coachings one-to-one. Et là, vous voyez toutes les formations qui sont… Donc, vraiment, si vous avez un rêve artistique, que vous soyez juste un passionné ou un professionnel ou un semi-professionnel, grâce à ce que l'on fait aujourd'hui, on est les seuls sur ce segment de marché, eh bien, on va vraiment vous accompagner au bout de votre rêve. Le commercial, c'est un super pouvoir qui permet de réaliser tous ses rêves. Tu es en train de réaliser le tien. Nous, on réalise le nôtre en t'écoutant. Evelyne, un immense merci pour cette demi-heure passée ensemble. Ça passe très, très vite. Si vous voulez aller plus loin, alors bien sûr, tous les bouquins que tu as écrits, Evelyne, absolument passionnants. Le premier, Le pouvoir de vendre, idées reçues, témoignages, expériences en 2016, Vendre au grand compte en 2020, pratique d'entreprise. En 2017, nous sommes tous des vendeurs. Et puis bien sûr, le site de The Artist Academy où vous retrouvez toutes ces stars qui sont là, si proches finalement, pour vous aider à accomplir votre passion, à progresser dans vos rêves et vous aider à faire grandir vos talents. Un film aussi, on aime bien avoir un film à la recherche du bonheur avec Will Smith, un très joli film. Il faut se faire plaisir, c'est la recette du succès, c'est ta recette du succès. Un immense plaisir. Pour la semaine prochaine, pour ceux qui doivent nous quitter maintenant, on se retrouve à 11h30 jeudi prochain avec Jean-Philippe Descas, dirigeant Engagez-vous vers un monde durable, auteur et sociétaire de la Fraise du climat. Également un entretien qui va être passionnant. Et Evelyne, si tu as encore quelques minutes, on pourra répondre aux nombreuses questions certainement que se posent nos auditeurs. Vous pouvez poser vos questions directement dans l'interface de GoToWebinar à droite et Amaury nous les transmettra. Amaury, est-ce qu'on a déjà des questions du public?
On a déjà des questions. Que voulez-vous dire concrètement par cultiver vos commerciaux? Et comment continuer à recruter des commerciaux tout en sollicitant des vocations? Alors déjà, cultiver des commerciaux, ça veut dire aujourd'hui leur apporter vraiment une culture générale, alors à la fois business, dans l'écosystème. Alors je peux donner l'exemple de Roland et de l'application Incentive, etc. C'est-à-dire cultiver, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes sur une application d'ailleurs aujourd'hui qui dépasse d'ailleurs la sphère commerciale, ce qui veut dire que il va falloir encore plus les cultiver puisque je crois que vous êtes positionné sur d'autres sujets. Mais c'est quoi le monde de l'entreprise aujourd'hui? Quels sont les logiciels, pas uniquement les concurrents, mais tout ce qui est autour, parce que quand vous allez rencontrer à un moment donné enfin une personne dans l'entreprise, parfois votre concurrent, c'est pas votre concurrent direct, c'est l'ensemble des logiciels qui ont été achetés par l'entreprise, et donc à un moment donné, tout ça va falloir que ça fonctionne ensemble. Mais c'est aussi aujourd'hui, c'est quoi le sujet? Bon, on voit à travers la masterclass, et d'ailleurs le sujet de la semaine prochaine, qui est un énorme sujet aujourd'hui, ça aussi, il faut nourrir ces commerciaux sur le développement durable, les enjeux des entreprises sur les sujets. Donc on voit que en fait cette partie culture générale, elle est très très vaste. Elle est aussi sur les business à venir. C'est quoi? Moi aujourd'hui, j'ai des enfants qui ont 22, 25 ans. Là, j'aurais préparé un questionnaire, j'aurais préparé 10 questions. C'est quoi citez-moi 5 licornes en France, citez-moi 10 startups, citez-moi des business qui sont aujourd'hui en pleine croissance qui n'existaient pas il y a 10 ans. Enfin, tout ça, il faut que les gens un peu à un moment donné se nourrissent. Donc, comment je fais pour nourrir mes collaborateurs? Il y a plein de techniques. Alors, ne serait-ce que de leur pousser, les obliger à écouter des podcasts. Aujourd'hui, vous avez des podcasts exceptionnels sur plein de sujets différents. Donc, un podcast par semaine, une discussion commerciale, par exemple. Les obliger à venir alors, si c'est toutes les semaines, Roland, écouter les masterclass de Roland, alors en différé ou en live, parce que je vois bien que tous les sujets que tu abordes sont des sujets de culture générale extrêmement intéressants. Mais c'est comment je fais pour nourrir ces gens-là à travers de l'e-learning que je peux fabriquer moi-même, des interviews que je mets en place. Moi, il m'arrive, on me demande souvent de faire des conférences à des collaborateurs. Alors, c'est une conférence présentielle coûte un petit peu plus cher, mais aujourd'hui, pousser des podcasts, ça coûte rien. Donc voilà, ça, c'est le sujet sur la partie culture générale. Après, sur les vocations, la vocation, elle se fait pas au moment du recrutement. Hein. La vocation, elle se fait très, très en amont. Et la vraie question, c'est comment, dans des écoles de commerce, je parle du sujet du commercial et comment je valorise ce métier qui est tellement exceptionnel. Alors, je pourrais dire, moi, mes enfants, pas du tout. Hein, mes enfants font finance, marketing. Ben non, je suis très fière de dire que mon fils est commercial dans une SS2I. Et quand je le vois le soir et qu'il me parle de son métier, il est hyper excité et qu'il adore ça, etc. Et que c'est un métier qui est extraordinaire en termes de développement personnel. Après, les managers, posez-vous la question, est-ce que vous donnez envie aux gens de faire ce job et comment on nourrit les gens au fur et à mesure pour leur donner envie de rester dans ces jobs-là? Donc, c'est toute une filière, en fait, sur laquelle il faut réfléchir. Mais des commerciaux, il y a des centaines de postes, des centaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus alors que vous avez, je ne sais pas combien de chômeurs. Donc, il y a un vrai sujet, donner envie aux gens. Moi, j'ai eu envie pendant des années de porter ce sujet-là, que j'ai porté. J'ai vendu ma boîte, je continue quand même à porter le sujet. J'ai vu que quand même arrivaient sur le marché des gens qui avaient envie aussi de porter ce sujet-là. Donc voilà, c'est un travail collectif qu'il faut mettre en place. Peut-on imaginer l'instauration de profils hybrides entre marketing et vente afin de mutualiser l'information, mais aussi d'harmoniser la stratégie de la capture de lead jusqu'au traitement du lead? Alors, en fait, le commercial, il doit aller chercher son business aussi. Là, j'accompagne une entreprise où on donne des leads, mais il faut aller voir les restaurateurs, quand je suis chez un restaurateur, il faut que j'aille taper sur la porte d'à côté ou dans la rue pour aller voir les autres restaurateurs. On pourrait appeler ça de la génération de leads, ce qu'on appelle du porte-à-porte. Donc, en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que votre commercial, il a quand même intérêt à maîtriser toutes les phases de vente. Maintenant, vous pourriez me dire, je vais leur donner des outils comme HubSpot qui leur permettent de générer des systèmes d'emails automatisés. Alors ça, je vais vous dire, j'y crois pas beaucoup parce que les emails automatisés, on les voit quand même. Alors, si on faisait ça il y a 5-6 ans, c'est très bien, mais enfin maintenant, on les voit quand même comme le nez au milieu de la figure. Si vous arrivez pile poil au bon moment, c'est possible. Enfin, il faut en faire beaucoup. Donc, je pense que le commercial doit, très très en amont, il doit pouvoir aller chercher aussi ses leads dans la plupart des cas. C'est vrai que dans certains métiers, c'est des systèmes très complexes, on peut leur apporter un business pas tout cuit, mais sur lequel le besoin était extrêmement identifié. Mais il doit aller chercher le business, il doit suivre son client au bout et puis même après, alors qu'après, normalement,
il n'a plus de contact avec lui, mais il a quand même intérêt à le garder parce que derrière, il peut y avoir des clients ambassadeurs, etc., etc. Est-ce qu'on appelle ça du marketing? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il a intérêt à avoir une vue à 360 de tout ce qui se passe, ou à 180 plutôt de tout ce qui se passe. Auriez-vous un conseil à donner à une personne qui viendrait d'arriver dans une entreprise et qui est chargée à la fois du développement commercial et marketing? Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. J'espère que c'est pas chez EDF ou chez Engie qu'il arrive, parce que s'il fait tout ça, ça va être compliqué. Mais si c'est une petite entreprise, moi, je commencerai par regarder en fait la cible souhaitée de l'entreprise. Le premier sujet, c'est ça. C'est pas ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est très important. Mais qu'est-ce que je souhaite avoir? Une fois que je connais mon persona et ce que je souhaite avoir, je commence à déjà appliquer des méthodes commerciales. C'est-à-dire, je vais rencontrer les gens, je vais les toucher, etc. Parce que tout simplement, j'ai identifié ma cible. Et c'est que après que je mets en place tous les outils marketing. Une fois que j'ai validé que c'était bien une des cibles que je voulais avoir. Donc, je commence quand même par quelque chose de très présentiel, de très sentir les choses, aller au contact des gens avant de commencer à monter des process de 20 workflows avec des arborescences de dingue et des outils qui coûtent voilà, une fortune. Voilà. Je commence vraiment par m'intéresser à la cible souhaitée. Evelyne, avez-vous un mentor? Alors, j'en ai plein des mentors. Hein, ouais. J'ai des gens que je suis, des gens qui m'ont suivi. J'ai été mentorée avec l'IME, que je remercie. Je suis moi-même mentor pour pas mal de personnes également. Donc, je trouve que le mentorat, qui est une nouvelle dynamique, en fin de compte, qui est arrivée en France, entre autres avec Dominique Restino, le MoveJ, l'IME, c'est hyper intéressant. Je pense que toute sa vie, on doit être mentoré et toute sa vie, on doit avoir des mentors. Et dans les deux cas, on apprend tout autant. Et on doit mentorer vraiment. Moi, je mentore des startups. J'essaie de mentorer beaucoup de femmes. Voilà, quand on me dit, j'aime bien mentorer les femmes. Et alors, je peux pas non plus avoir. Si vous venez me voir, je peux pas accepter tout le monde et je passe via justement le MoveJ et l'IME pour mentorer, c'est eux qui m'apportent. Mais oui, je pense que c'est très important de rencontrer des gens, de partager et puis d'être en réseau. Tu l'as dit, Croissance Plus aujourd'hui m'a apporté énormément de choses, de contacts avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc le réseau pour moi est également une clé de succès importante. Quel est selon vous le domaine d'activité où un commercial peut se faire les meilleures rémunérations? Alors, c'est une bonne question parce que c'est la question que j'ai tout simplement, à laquelle j'ai répondu avec mon fils. C'est-à-dire, quand il m'a dit, moi, enfin, je veux faire du commercial, je lui ai dit, bah, va là où on gagne des sous, hein, où ça te plaît évidemment, mais où on gagne de l'argent. Bon, donc aujourd'hui, je vais pas moi vous faire mais il faut en effet se poser la question, quitte à se bouger, aller chercher du business, autant y aller là où ça gagne. Donc généralement, évidemment, toutes les sociétés un peu tech, autour de la tech, sont très intéressantes. Mais si vous êtes très dynamique, si vous êtes punchy, vous avez quand même des très grandes différences de rémunération. Je ne parle pas du fixe, hein. Le fixe c'est le même chez tout le monde, à peu près 500 € près, c'est le même. Mais par contre, les faisabilités de commission, je peux vous dire, c'est pas les mêmes. Vous avez quand même des jeunes aujourd'hui dans certains métiers, peut-être le cas chez toi, Roland, chez Incentive, mais peuvent monter jusqu'à 5 à 8 000 € par mois s'ils vendent évidemment très bien, hein, pas par. Mais c'est pas pareil qu'une société qui vous stagne vos rémunérations à 2 500 ou 3 300 € par mois. Donc oui, ça veut dire aussi que je peux pas répondre exactement à tous ces secteurs, mais ça veut dire que quand vous êtes en entretien de recrutement, vous êtes vraiment, renseignez-vous, allez très profondément sur les systèmes de rémunération. N'ose pas poser ces questions-là en disant ça se fait pas. Mais au contraire, je pense que quelqu'un en face de vous à qui vous posez ce genre de questions, il va du moins que celui-là, s'il a envie de gagner sa vie, c'est qu'il a envie de performer, c'est qu'il a envie de réussir. Donc surtout, n'hésitez pas à poser ces questions-là et aller dans des entreprises. Ok, on vous vend le bien-être, on vous vend tout ça, mais tant que vous n'y êtes pas, vous ne savez pas trop. Hein. Mais en revanche, le système de rémunération, ça, il est clair et net dès le départ. Pensez-vous que les mesures axées sur le bien-être doivent être prises et ancrées dans la vie de l'entreprise, notamment sur les heures de travail? Exemple, les salles de sieste, les cours de yoga, la semaine de 4,5 jours. Alors, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas passer à côté. Il ne peut pas passer à côté de ça. Alors, c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Ça, c'est sûr aussi. Mais je pense qu'en effet, alors, moi, je suis pas très salle de sieste parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens n'osaient pas aller faire une sieste.
mais c'est pour ça que Marie Balancing Pulse permettra de faire de la méditation, ce qui, à mon avis, est un peu plus dans l'air du temps. Mais oui, je pense que c'est un vrai sujet, et c'est un sujet un peu comme la formation des collaborateurs, hein, qui est devenue aussi, qui est ancrée. Il n'y a plus de sujet. Il y a 20, 25 ans, on ne formait pas les collaborateurs comme on les forme aujourd'hui. Ces sujets-là sont en train de s'ancrer dans les entreprises. Ils sont importants parce qu'on sent que les gens, sont très sollicités psychologiquement. Les médias, les réseaux d'information, il faut qu'on amène un stress qui était en fait contre le même qu'il y a 10 ou 15 ans, mais qui est exacerbé aujourd'hui. Et que si l'entreprise ne calme pas un petit peu tout ça, qui n'est pas, la cause même n'est pas l'entreprise, mais tous les écosystèmes autour font que l'entreprise doit, hélas, apporter sa contribution dans le fait d'accompagner les gens à être un peu plus zen et un peu plus calme dans des milieux aujourd'hui qui sont extrêmement stressants. Mais oui, et là, c'est à l'entreprise de faire le job parce que personne d'autre ne le fera. Que préférez-vous? Les ventes complexes, longues, gros budget, entre parenthèses vente quali, ou les ventes simples, courtes, petit budget, vente quanti? Moi, j'aime tout, moi. En fait, j'aime tout parce qu'on a du plaisir dans tout. Et d'ailleurs, sur The Artist Academy, on a les deux systèmes. Chez Booster, j'avais inventé les deux systèmes de vente dans la formation qui n'existaient pas. D'ailleurs, la vente courte en formation, elle n'existait pas. Avec des centres d'entraînement, on l'a mis en place. Mais en fait, moi, j'aime tout. Et ce que j'aime surtout, c'est des gens qui ont la double culture. Parce que quand vous n'avez fait que de la vente longue, très souvent, vous la rallongez malgré vous parce que vous n'avez pas les techniques. Mais quand vous avez une culture générale, moi, j'ai eu la chance de faire ça parce que je fais de l'immobilier, donc avec une vente courte, à fort enjeu, mais court. Et puis après, évidemment, de la vente grand compte. Mais quand vous avez la double culture, vous savez aussi raccourcir vos processus de vente long. Donc, cette double culture-là, elle est vachement bien. Et si vous pouvez avoir cette double culture d'une façon ou d'une autre, vous allez voir que vous allez renforcer considérablement votre savoir-faire dans les deux cas, parce que dans une vente courte, le fait d'avoir fait de la vente longue avant vous permet aussi d'être un petit peu plus dans la relation, dans l'empathie, et puis de faire les choses correctement. Hier soir, j'ai été démarchée par Orange, Canal+, qui voulait me vendre un abonnement supplémentaire qui, soi-disant, mais d'une agressivité. Alors moi, j'ai écouté jusqu'au bout, hein, et là, il m'appelle à peu près toutes les 4 minutes. Mais je veux dire, cette vente-là, non, non merci. Et ça a pu marcher à un moment donné, mais là, il ne faut pas prendre les gens non plus pour des imbéciles. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'avoir la double culture. Voulez-vous dire qu'il est plus efficace de faire travailler le marketing et le commerce en petites équipes, notamment si les stratégies évoluent vite? Cela me paraît être la meilleure option. Alors, je pense en effet qu'il faut constituer des équipes des deux côtés sur des sujets différents, déjà pour onboarder l'ensemble des collaborateurs des deux côtés, hein, sur différents types de sujets, parce qu'il y a plein de sujets, hein, que ce soit le content, que ce soit les leads, le système de qualification des leads. Il y a au moins 30 sujets à partager, donc il pourrait y avoir en effet des petites équipes sur un certain nombre de sujets, etc. Mais je pense qu'il faut faire vie ma vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens se parlent et s'écoutent, que ce soit au niveau de la direction générale, mais en dessous également. C'était la dernière question. Alors moi j'en ai une dernière, Evelyne, qu'on pose à tous nos participants. Quelle est ta plus belle expérience de management et est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement? Moi, j'ai plein de citations, mais si j'en garde une quand même qui est très proche des milieux que j'ai autour de la formation, de l'apprentissage et tous les tests qu'on fait, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, c'est une citation de Mandela, c'est quand je perds, en fait, quand je gagne, je suis contente à peu près 30 secondes et quand je perds, je suis mécontente à peu près 30 secondes dans les deux cas. Donc, c'est plutôt pas mal en termes de résilience. Mais très, très rapidement, quand je perds, je passe mon temps à savoir pourquoi, comment, pour essayer de ne pas répéter le sujet. Donc, c'est une citation qui me va très bien. Sur la partie management, écoute, si je devais remonter en arrière et te dire ma plus belle récompense, moi j'étais une commerciale, alors je suis une vraie commerciale, hein, pure et dure. Je suis partie d'un bac+2, je suis arrivée chez Vivendi, qui n'était pas Vivendi à l'époque, mais j'ai fait du pur business et j'étais la meilleure commerciale, hein, sur 180 commerciaux quand même, et j'avais 21, 22 ans. Et en fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est que en fait, c'était quoi mon moteur? C'était pas l'argent, même si l'argent était fondamental, c'était la reconnaissance. Et ces gens-là m'ont toujours donné tellement de reconnaissance que
toutes les personnes qui ont essayé de me recruter derrière. Et je peux vous dire qu'ils sont allés me chercher avec des sacrés salaires, etc. Personne n'a jamais réussi à me recruter parce que je me suis toujours dit que j'étais tellement reconnue dans la boîte où j'étais, mais à tel point que le président sortait de l'ascenseur en me disant bah, voilà ma meilleure commerciale, rentrez, passez en premier, alors que les gens n'osaient pas monter dans l'ascenseur avec le président. Donc j'avais une reconnaissance qui était extrême. Eh bien ça fait que je ne suis jamais partie de cette entreprise parce que je savais très bien qu'il fallait refaire le job à zéro dans une nouvelle entreprise et que le président m'aurait pas reconnu à côté. Donc, vous voyez, ces sujets autour de la reconnaissance, de la valorisation des gens, etc. Voilà, c'est une belle expérience et je remercie encore toutes les équipes qui ont fait que parfois ça vous donne un peu un ego surdimensionné. C'est pour ça que c'est intéressant à un moment donné que je me mette aussi à mon compte parce que j'ai remis quand même les deux pieds à terre. Je me suis rendu compte que j'allais pas retrouver ça partout quand même dans la vie. Mais là, j'ai quand même vécu 15 ans de reconnaissance continue et continuelle. En tout cas, tu as notre entière reconnaissance, les 200 ou 300 personnes qui nous écoutent. Un immense merci, Evelyne, pour ce partage. On retient bien sûr cette phrase de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et puis, quelques autres phrases. La chance est une compétence qui se travaille, la curiosité, et puis le succès, c'est le plaisir qu'on prend à faire les choses. Ça a été un immense plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Evelyne. À très bientôt. Bonne chance avec The Artist Academy. Bonne chance dans tes nouveaux projets et à très vite peut-être pour une autre masterclass d'ici quelques mois. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. On se retrouve avec pour parler de construire un monde durable avec Jean-Philippe Descas, l'auteur de Le courage de renoncer. Bonne journée et merci à tous.